Lundi 19 septembre 2022, l'école béninoise ouvre de nouveau ses portes. Apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes depuis ce matin. Nous ferons le point dans ce journal. Les célébrations vendredi dernier de la journée mondiale de la prévention de la couche d'ozone, 35e édition, c'est le ministère du cadre de vie et du développement durable qui a servi de cadre à l'événement présidé par le ministre José Tonato. La reine Elisabeth II est inhumée ce jour à Londres. Vous suivrez en fin d'édition les images de la cérémonie d'inhumation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette livraison de l'information sur Speedline Télévision. Lundi 19 septembre 2022, l'école béninoise ouvre de nouveau ses portes. Apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes depuis ce matin. Par endroits, les premières leçons de l'année sont déjà dans les cahiers, tandis qu'ailleurs, la pluie a un peu retardé les choses. Quelle était donc l'ambiance dans les établissements pendant cette première journée de rentrée? Suivez ici le reportage de Kinette Egaoui et Mathieu Sossou. Les cours ont repris comme prévu. La pré-rentrée ayant été bien faite, les cours ont effectivement repris ce matin. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou, les cours ont effectivement démarré ce matin. Ce matin, on a eu l'arrivée des parents d'élèves. Bon, il y a eu inscription des nouveaux élèves, surtout les élèves de CI. C'est à ça qu'on s'est attelé. En plus de ça, bon, il y a eu l'évaluation diagnostique. Il y a une évaluation que nous appelons évaluation diagnostique pour juger le niveau des élèves. Donc cette évaluation aussi a démarré ce matin. Nous avions commencé par l'expression et la compréhension de l'écrit. À partir de 10h30 par là, on a commencé. Et ce soir, nous sommes en train d'exécuter la dictée. On devrait commencer par une évaluation diagnostique. Donc c'est peut-être à partir du jeudi que nous allons démarrer la cours effectivement. Et c'est quoi le but de l'évaluation diagnostique? Bon, c'est de sceller au niveau des enfants les insuffisances et savoir comment remédier à ça là. Essayer de faire en tout cas une petite révision avec avant de continuer normalement la cours. À partir de jeudi déjà, on peut commencer par faire donc théorique normalement les séquences de classe. À partir de jeudi. En cette première journée, nous avons brièvement brossé les lettres de l'alphabet français, quelques sons et la lecture de quelques phrases pour rafraîchir la mémoire aux enfants, leur dire que les vacances sont vraiment terminées, que c'est la rentrée. Et par la grâce de Dieu, demain nous allons commencer parce qu'on est prêt, tout est fin prêt pour la rentrée. Demain nous serons au top niveau pour les travaux. Aujourd'hui matin, on a fait compréhension de l'écrit et le soir, on a fait dictée. Les évaluations vont bien. On écrit bien à l'école. On a discuté des vacances. J'ai discuté des vacances avec mes amis, avec mes camarades. Nous avons en réalité 3 jours pour l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire, on va administrer les épreuves, les enfants vont composer, on va ramasser, corriger pendant les 2 jours-là, le lundi et le mardi. La journée du mercredi est réservée pour les activités de remédiation. Tous les enseignants ont déjà eu connaissance de leur emploi du temps. Mais donc, malgré la pluie, ils étaient tous présents. Les anciens élèves, c'est les nouveaux élèves inscrits en classe de 6e qui ont continué les formalités. Mais la pluie n'a pas empêché grand-chose. Donc, vous-même, vous avez constaté.
et que déjà dans la cour, ce qui se passe, et puis dans les salles de classe, les enseignants sont déjà en train d'animer les cours. Tel que ça, comment vous avez constaté, ça doit être une année bénie, parce que c'est la pluie qui a annoncé l'année scolaire. Donc nous espérons que cette année sera meilleure à ce qui s'est passé l'année dernière et que nos apprenants auront la bonne forme, les parents auront les moyens pour les supporter et nous aussi, les encadreurs, les membres de l'administration, nous devons avoir la bonne forme et la bonne humeur pour pouvoir poursuivre la tâche que la République nous a confiée. Et à la veille de cette rentrée scolaire 2022-2023 au Bénin, le ministre des Enseignements maternels et primaires a adressé un message à l'endroit des écoliers, élèves, étudiants, parents d'élèves et également au corps enseignant. Suivons-le. Chers compatriotes, demain, lundi 19 septembre 2022, l'école béninoise offrira ses belles et attrayantes représentations à tous ses acteurs et particulièrement à sa jeunesse estudiantine. Chers enseignants, le métier que vous avez choisi ou que vous exercez par défaut n'est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu'il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. Soyez donc fiers d'être l'artisan qui, dans sa moule, façonne le constructeur, le développeur et le protecteur de l'immortalité. Cela n'a pas de prix. Certes, vous avez besoin du minimum vital pour accomplir votre mission dans de bonnes conditions. L'État en est conscient et s'y emploie. À l'orée de cette nouvelle année scolaire, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est la santé. Elle est la condition sine qua non de l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers des charges que vous maîtrisez bien. Je vous sais capable de donner le meilleur de vous-même, de surplomber les obstacles qui jalonnent votre parcours afin de faire de l'école béninoise la meilleure école de la sous-région. Chers apprenants, après plus de 2 mois de vacances, vous voici à la veille de la reprise des activités scolaires. Les vacances ont été certainement belles parce qu'elles vous ont offert l'occasion de voyager, de jouer, de danser, bref, de vous distraire, ou parfois même d'aider papa ou maman dans leurs activités commerciales, artisanales, paysannes et autres. Ce temps est fini. L'école reprend ses droits. Elle vous ouvre ses portes et vous invite à la rejoindre dès demain matin. Pas d'hésitation. Tout le monde à l'école. Vos enseignants, seconds, parents, vous y attendent. Ils sont prêts à vous accueillir, à vous mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage et à vous accompagner dans l'efflorescence des talents qui sommeillent en vous. L'État aussi n'est pas du reste. Il a mis en place et à temps les moyens devant permettre à vos enseignants de démarrer les cours dès le premier jour de classe. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans les écoles à cantine, vous aurez droit à votre premier repas chaud de l'année dès demain. J'invite les autres à un peu de patience, car sous peu, ils seront pris en compte. Les préparatifs pour la généralisation du programme national d'alimentation scolaire et intégrée sont assez avancés
et toutes les écoles primaires publiques seront bientôt couvertes. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants afin de les inviter à mieux se donner pour vous, c'est d'être ponctuel. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Et toujours en prélude à cette rentrée scolaire et académique 2022-2023, toute la semaine dernière a été consacrée à la pré-rentrée, moment pour les établissements de réactualiser le système pour la reprise des classes. Le centre de promotion sociale des personnes malvoyantes de Segbeya de Cotonou n'a pas dérogé à la règle. Tout était donc prêt pour accueillir ces élèves avec un handicap visuel. Kilet Egawi et Yannick Panou. Dernière journée de pré-rentrée au Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. Pas d'affluence sur la cour, quelques enseignants et des parents venus pour l'inscription de leur enfant. C'est le cas de cette dame et sa fille. Je suis venue ici pour inscrire ma fille à l'école. Bon, elle veut juste commencer maintenant. Bon, comme il y a l'école des aveugles ici, je l'ai amenée, elle est une fille malvoyante. Donc je l'ai amenée pour pouvoir l'inscrire à l'école pour qu'elle reçoive aussi l'éducation. Pour cela, je suis ici ce matin. On est déjà prêt, on a tout fait. Elle va commencer le lundi par la grâce de Dieu. Du côté de l'administration du centre, on nous rassure que la période de pré-rentrée s'est bien déroulée, un peu comme dans les établissements scolaires pour les enfants normaux. La pré-rentrée a commencé le lundi passé. Donc ça a été la même chose ici au centre des aveugles de Segbeya par l'ouverture de nos portes, la fréquentation des parents pour l'inscription de leurs enfants. La particularité ici, c'est que nous avons un internat. Donc du côté de la cantine aussi, on est en train de s'atteler pour pouvoir accueillir les enfants ici à l'internat à partir de dimanche soir. Nous avons une maternelle inclusive où nous accueillons les enfants dits normaux avec nos enfants à besoins spécifiques. C'est une spécificité aussi de la maison. Et puis, l'autre chose que nous faisons également, c'est que quand nos enfants obtiennent le CEP, ils sont intégrés au collège d'à côté, au collège du Segbeya. Donc, nous sommes également en train de nous atteler pour inscrire nos enfants déjà au collège Segbeya. Encadrer des enfants aveugles ou malvoyants n'est pas une tâche facile. N'empêche que ces derniers ont aussi droit à l'éducation et peuvent bien réussir leur vie comme les autres enfants. Je demanderai aux apprenants d'abord de vite se préparer pour reprendre les classes effectivement lundi. Je demanderai aux parents de les accompagner parce que ce n'est pas facile de prendre toutes les dispositions pour que les enfants reprennent effectivement le lundi à tous les niveaux. Et je demanderai aux parents qui ont encore des enfants à besoins spécifiques, surtout les malvoyants, les non-voyants, de venir vers nous pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire avec eux. Ce qui est sûr, un enfant déficient visuel peut aller à l'école comme les autres enfants. Comme prévu dans le calendrier scolaire, cette année, les cours démarrent rigoureusement à 8 h le lundi 19 prochain dans cette école pour enfants malvoyants. Et restons toujours dans la même veine informative pour dire que le constat de la pré-rentrée au collège d'enseignement général d'Aruba Centre à Cotonou a été donc fait par Romaric Tossa et Mathieu Soussou. Le reportage. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. Affluence dans les écoles. Le constat est tangible ici au collège d'enseignement secondaire à Akpakpa Centre à Cotonou. Pendant que certains apprenants s'inscrivent, d'autres opèrent des transferts internes comme STN. Ce que vous voyez en grand nombre, c'est beaucoup plus les élèves de la classe de 6e qui sont venus s'inscrire. Eux, ils font l'inscription puisqu'ils ont déjà leur nom affiché, ils sont classés ici, donc eux, ils font l'inscription. Ils ont apporté quelques pièces, notamment leur relevé de notes, l'acte de naissance
et nous faisons le reste du processus ici pour les inscrits. Alors les autres catégories, c'est les élèves de 5e, 4e jusqu'en terminale qui eux sont là et qui pour le transfert, d'accord, qui pour retirer certains documents, notamment les certificats de scolarité. Donc c'est ça qui fait que nous avons l'influence. Étant donné que nous sommes aussi dans la pré-rentrée, hein, il faut que le lundi ça puisse démarrer réglo. C'est pourquoi vous voyez l'affluence et le lundi nous allons commencer. Puisque nous avons pris les taureaux un peu tôt par l'école, nous sommes pratiquement déjà à près de 150 transférés. Ailleurs, nous sommes à près de 150 aussi arrivés. Donc, globalement, c'est ce que nous constatons. Nous avons procédé à l'affichage des emplois du temps, des classes aussi, d'accord. Ceux qui sont les anciens, ils passent déjà pour vérifier, pour voir où est-ce qu'ils sont inscrits, est-ce qu'on a changé de classe, etc. Donc, je pense que c'est la pré-rentrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous sommes fin prêts. La particularité depuis plusieurs années dans le système éducatif béninois, aucun transfert physique n'est validé dans les écoles s'il n'est pas confirmé en ligne sur le dispositif EducMaster. Oui, c'est révolutionné. Il y a deux types de transferts désormais. Il y a le transfert physique qui consiste, n'est-ce pas, à remplir des fiches ici et la fiche de transfert à envoyer sous pli fermé au collège d'accueil. Mais il y a la particularité, c'est le transfert numérique. On doit pouvoir transférer l'élève, n'est-ce pas, à partir de son numéro EducMaster. On doit le transférer de notre collège vers le collège d'accueil. Donc ça se fait aussi une fois que nous avons fait les formalités physiques. Nous procédons également aux formalités numériques pour que lorsque l'enfant arrive là-bas, on sait déjà qu'il est transféré. Sinon, arrivé une fois sur place là-bas, on peut l'accepter, mais sous réserve, n'est-ce pas, que le transfert numérique soit fait. Et il y a aussi une particularité là, surtout à partir du second cycle, il n'y a plus aujourd'hui, on transfère seconde AB, première AB, terminale AB, non, soit c'est A, soit c'est B. Donc voilà un peu la particularité. Si cela n'est pas fait, l'enfant ne sera pas accepté dans son collège, dans le collège d'accueil. Aussi, pour ceux qui vont dans les privés, ceux qui quittent ici pour aller dans les privés, eux aussi ils doivent procéder à ce transfert numérique-là, sinon ils ne seront pas acceptés. Parce que ça permet, n'est-ce pas, de voir aussi, et c'est ça le but d'ailleurs de la plateforme EducMaster, ça permet de voir le mouvement des apprenants sur tout le territoire national. Apprenants et enseignants reprennent rigoureusement ce lundi 19 septembre 2022 le chemin des classes conformément au calendrier scolaire 2022-2023. Je l'annonçais dans les titres célébration le vendredi dernier de la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone, 35e édition. C'est le ministère du cadre de vie et du développement durable qui a servi de cadre à l'événement présidé par le ministre José Didier Tonato. La cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs de la chaîne du froid et de climatisation. Romaric Dossa pour le reportage. Nous pouvons énumérer la saisie d'environ 2 tonnes de fluides frigorigènes provenant de la contrebande du commerce illégal, le renforcement des capacités des agents contrôleurs sur les techniques d'identification et de contrôle des substances approvissant la couche d'ozone et leurs alternatives. La dotation des directions techniques du ministère de l'Industrie et du Commerce intervenant dans le contrôle en équipement de détection des fluides frigorigènes de qualité douteuse. En outre, le ministère est représenté au sein du Comité national d'ozone. Plusieurs demandes d'agrément d'importation et de distribution de fluides frigorigènes et différents tests législatifs et réglementaires ont été étudiés et soumis aux autorités.
Vous le savez aussi que depuis le 1er juillet 1993, le Bénin a ratifié la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal. C'est un engagement qui nous permet de travailler en faveur des ODD 12 et 13 qui recommandent des modèles de consommation et de production durable de sorte à s'adapter au changement climatique et à ses impacts. Il faut une coalition mondiale. Il ne faut pas des actions individuelles, à la limite nationale, même pas continentale. Mais tant que le monde entier ne sera pas mobilisé, il nous sera impossible de gagner le combat. L'environnement n'a pas de frontières et donc, comme on le dit dans un autre monde que je connais très bien, la force d'une chaîne, c'est toujours la force de son maillon le plus faible. Je sais que dans le cas du PAG, l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement sera toujours un engagement en faveur du développement durable sans frontières. Un développement durable qui commence certainement au Bénin, mais qui intègre les exigences internationales. L'ONU-SIDA appuie la cellule Cœur d'Espoir du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en matériel informatique. La cérémonie de réception du lot de matériel a eu lieu à la salle de conférence du dit ministère. Le point. C'est ainsi qu'ONU-SIDA s'est engagé depuis l'année dernière déjà dans un partenariat plus étroit avec le MASP à travers la cellule Cœur d'Espoir afin de l'appuyer par tous les moyens possibles dans l'exécution de cette exaltante mission. La présente cérémonie de remise de matériel s'inscrit dans ce cadre et c'est avec un réel plaisir qu'ONU-SIDA a répondu favorablement à la requête de la cellule Cœur d'Espoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit de l'ONU-SIDA pour tout l'accompagnement depuis le début de notre partenariat en 2020 que je qualifie de riche et très fructueuse. En témoignent les activités ci-après, le soutien financier aux orphelins et enfants vulnérables réalisé chaque année, les assistances techniques pour la réalisation de plusieurs études, évaluation basée sur le genre, de la riposte nationale au VIH-Sida, évaluation du système national de protection sociale sensible au VIH au Bénin, etc. Le financement des activités de prévalidation et de validation des différents rapports issus des assistances techniques précédemment cités. Les appuis financiers dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, pour n'en citer que celle-là. Le présent appui en matériel informatique au profit de la cellule Cœur d'Espoir du ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'inscrit dans cette dynamique de renforcement de cette structure dans un contexte marqué par l'évolution de son ancrage institutionnel pour une meilleure visibilité et surtout pour l'optimisation de ces interventions, prioritairement à l'endroit des couches vulnérables en lien avec le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies.
Et parlons à présent de la guerre russo-ukrainienne. Il y a d'accalmie du côté des Ukrainiens dans la guerre russo-ukrainienne, à en croire donc le président Volodymyr Zelensky. Pour lui, une nouvelle série de victoires après la contre-offensive des forces vives est en cours. La contre-offensive ukrainienne va se poursuivre, c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky dans un message diffusé dimanche soir. Sur ces images, les stigmates laissés par les bombardements de Kiev sur la ville de Donetsk dans l'Est. Le président ukrainien promet de continuer les efforts pour regagner du terrain face aux Russes. Peut-être que certains d'entre vous ont maintenant l'impression qu'après une série de victoires, nous connaissons une certaine accalmie. Mais ce n'est pas une accalmie. Nous nous préparons à une prochaine série d'attaques, parce que l'Ukraine doit être libre, toute l'Ukraine. Côté russe, le porte-parole du ministère de la Défense affirme avoir repoussé avec succès une offensive ukrainienne dans la région de Kherson, suggérant qu'au moins 180 militaires ukrainiens avaient été tués et beaucoup de matériel détruit. Les frappes russes se sont également poursuivies sur diverses autres localités. Plusieurs cibles civiles ont été visées selon les services de renseignement britanniques. Beaucoup redoutent un regain d'attaques russes pour répondre à la contre-offensive de Kiev. Et puis, je l'annonçais également dans les titres, les funérailles de la reine Elisabeth II sont célébrées ce lundi à Londres. De nombreux dirigeants sont venus du monde entier pour assister à cet événement qui se déroule sous haute sécurité. Les funérailles d'État d'Elisabeth II ont débuté ce lundi matin à Londres. Le cercueil de la reine défunte a quitté Westminster Hall, où il était exposé au public depuis plusieurs jours, pour rejoindre l'abbaye de Westminster. Dans le cortège étaient présents les enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et le roi Charles III, mais également l'héritier du trône, William, prince de Galles, et son frère Harry, duc de Sussex. Le cercueil a été soulevé puis transporté dans l'abbaye de Westminster, suivi par les membres de la famille royale et par près de 2000 invités de marque. Le chef spirituel de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a rendu hommage à la monarque et à sa vie consacrée au service de la nation et du Commonwealth. La première ministre britannique, Liz Truss, a également prononcé un discours. Une cérémonie remplie d'émotions à laquelle ont participé des dirigeants du monde entier. Parmi eux, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Elisabeth II sera inhumée en fin de journée à la chapelle Saint-Georges aux côtés de son époux, le prince Philippe. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook ou YouTube également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également et que Dieu nous garde.